Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Frank! Jeff Bezos! Washington Post! C'est à lui, ça! Tu parles d'un salaud. Hey, il a décidé de ne pas endosser Kamala Harris via son journal. Oui. Un esti de salaud, ça? Amazon Prime! Here we go! Get out of my house! Je te dis, man, j'étais jaloux de toi depuis longtemps avec ta José Legault. Moi, j'ai trouvé ma José Legault, c'est Pierre Martin. Oui. T'as trouvé ta promise. Ouais. Pierre Martin, c'est ma José Legault à moi. OK. À moi. Oh, ben, faut dire qu'il nous donne, il nous donne du jus. Faut quand même le dire. Il y en a plusieurs qui sont tombés dans ce délire-là. Là. On va y venir, puis on va parler aussi, évidemment, là, de. J'ai sorti 5 extraits pour les gens qui n'ont peut-être pas eu le temps d'écouter l'entrevue de 3 heures quand même. Là. J'ai sorti. J'aurais pu en sortir 25, honnêtement, mais ces 5-là, je pense, c'est comme des bons moments de l'entrevue de Trump avec Joe Rogan. On attend toujours de savoir si Mme Harris va se prêter au jeu. D'ailleurs, Trump avait son mot à dire sur ça. C'est dans un Ah, mais elle a extraits collé à la shot, hein, elle a dit non. Non? Elle a dit non. Ben, écoute, mais c'est là que tu vois, tu sais, bref, parenthèse avant de parler d'autre chose, là, puis qu'on y revienne un petit peu plus tard. Mais c'est là que tu vois, tu sais, quand je t'ai dit, là, il s'adresse à 2 types de clientèle différentes, c'est 2 mondes différents. Kamala est sur le monde des boomers qui écoutent 60 Minutes, qui écoutent The View. Elle est, en fait, c'est une caquisse, Kamala Harris. C'est un peu ça qu'il faut que vous compreniez. Là. Elle est sur la vieille politique, les émissions stagées, les téléprompteurs, ces affaires-là. L'autre, il s'adresse à qui? Il s'adresse il essaie de percer chez les jeunes étant 55 ans et moins, là, dans le contexte politique, vous comprenez. Là. Donc, il a oublié la clientèle. Celle qui va voter pour lui va voter pour lui anyway, mais il essaie de percer dans la population active, puis il essaie de la rejoindre là où elle est. Je vous donnerai les chiffres tantôt. Là. Il n'y a aucune émission de télé prime time qui fait les chiffres que Rogan fait. Aucune. Que ce soit CNN, Fox News. L'entrevue de Harris à 60 Minutes, là, ça n'a jamais été vu autant de fois que le podcast. Mais ils disaient pas, eux autres, qu'ils voulaient aller chercher le mâle noir américain jeune? Je veux dire, tu me fais croire que le Black American en bas âge. Ouais, il n'écoute pas de Rogan? Le Young Black African, le Young African American, il n'écoute pas de View. Là. Puis il n'est pas scotché à MSNBC toute la journée. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Écoute, juste avant de commencer, remercier nos commanditaires. D'abord, Range Brand. D'ailleurs, j'ai parlé avec Max. avec Max. Il m'a appris que son gars est un auditeur maintenant du podcast. Donc, on le salue. Bienvenue à bord. Donc, Range Brand pour avoir les vêtements country les plus hot, pas mal, je te dirais, au Canada. Surtout que c'est une business québécoise, Range Brand, qui fait vraiment du stock intéressant. Puis si vous passez par nous autres, d'un, ça montre que notre pub fonctionne. Puis de deux, ça vous donne 10% de rabais. Fait que ça, c'est quand même un bon hint. Casse pas ta tête, Max. On va brainwasher ton gars solide. Tout le monde pense que nous autres, notre job dans la vie, c'est de brainwasher du monde. On va s'en occuper de ton gars dans 2 semaines. Brainwasher total. Exact, total. Fait que ça va être exactement ça. Deuxième commanditaire, évidemment, Ready for Canada. Donc, c'est pour trouver la meilleure stratégie d'immigration ou d'embauche pour les travailleurs étrangers, dépendamment si vous êtes un particulier ou une entreprise. Donc, c'est simple, c'est un service de représentation légale clé en main. On vous donnez les documents qu'on vous dit de donner, vous signez où on vous dit de donner, puis eux autres, où on vous dit de signer, puis eux s'occupent du reste. Donc, contactez-les, Ready for Canada. Ouais, c'est ça, en fin de semaine. Ben, écoute, le meltdown généralisé est déjà commencé, on peut le dire de même, je pense. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens, premièrement, prends Jean-Marc Léger. Lui, c'est un sondeur. Mais lui, c'est peut-être le moins nono de toute la gang. Ben, en même temps, c'est lui qui a un intérêt pécunier à pas trop avoir la fou. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas de business au bat, il l'échapperait en tabarnak. Là, mais faut se le dire. Tu sais, Jean-Marc Léger peut pas arriver et dire Kamala est sûr de gagner à 2 semaines du vote puis qu'elle perd. T'sais. Fait que là,
Déjà, lui a backpédalé en masse. Il est en train de dire... En fait, il a donné les vrais chiffres aux Québécois. Je pense qu'il a fait l'analyse la plus honnête que j'ai vue récemment par un Québécois francophone sur cette élection-là dans un mass media. Il est arrivé et il a dit, naturellement, normalement, les démocrates, sur le pourcentage du vote national, ils ont besoin d'avoir au moins plus 3. Ils ne peuvent pas gagner parce que Hillary avait gagné le vote populaire en 2016, puis malgré tout, Trump a gagné l'élection. Donc, le threshold pour que les démocrates aient du succès, c'est plus 3. Il nous l'a dit, Jean-Marc Léger. Puis, il dit, là, on n'est pas là présentement. La plupart des sondages sont tight ou Trump en avance. Fait que t'es dans ce monde-là présentement. Fait que Jean-Marc est en train de se positionner pour dire qu'il ne faudrait pas être surpris d'une victoire de Trump. Juste vous donner les chiffres aux gens. Là, sur Real Clear Politics, là, donc dans le fond, le site d'agrégat de sondage américain, c'est les average national en ce moment, c'est Trump 48,4, Harris 47,5. Donc, il y a plus 9 d'avance sur la moyenne depuis plus 0,9. Plus 0,9 d'avance depuis quelques semaines, depuis 2 semaines à peu près. Puis, le classique, c'est de dire que ça prend plus 3, plus 4 minimum pour un démocrate de gagner. Pourquoi? Pas parce que c'est le système qui est en faveur des républicains, c'est que le vote républicain est toujours sous-estimé. En tout cas, depuis 2016, systématiquement à chaque élection, il est sous-estimé. Mais deuxième chose, c'est même s'il y a plus de démocrates qui votent, le vote démocrate est généralement très concentré dans les milieux urbains. C'est ça. Fait que, si la Californie vote, je sais pas moi, 80% pour les démocrates, je veux dire, ça ne te donne pas plus de collège électoral, éventuellement. Non, fait que là, on arrive dans la deuxième phase. Fait que, mettons qu'on va dire il y a les Kamala lovers, mais qui sont rationnels. Fait que je vais mettre Jean-Marc Léger dans cette catégorie-là. Le gars, il a une business, il veut pas avoir l'air fou. Fait que Jean-Marc Léger est dans les Kamala lovers rationnels. Ensuite, il y a les Kamala lovers qui, eux, préparent les excuses, qui préparent l'après-élection. Donc, ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on commence à parler de quoi, Frank? De complot russe, de collège électoral. On commence à parler de système qui désavantage les démocrates. Moi, je l'avais dit en privé, mais là, je me suis dit, je vais le faire public parce que ça va être comme ça, personne ne va pouvoir dire que c'est un stade à Frank, ça, là. Donc, je l'ai mis sur, j'allais dire sur papier. Je l'ai mis par écrit hier sur mon compte Twitter, mais je vous l'avais déjà dit en privé. Là. J'ai dit, si jamais Trump remporte l'élection, il est assez facile de prédire, c'est d'ailleurs déjà commencé, quel sera le discours des experts et commentateurs politiques. 1. Les Américains n'étaient pas prêts à élire une femme noire qui plus est. Exact. 2. Le collège électoral est un système à abolir car elle a gagné le vote populaire. 3. Il faut mettre au pas les big tech, Musk en tête de liste, car il favorise la désinformation et donc le vote pour Trump. Entre parenthèses, comprendre ici qu'ils ne sont pas ou pas assez démocrates. 4. Il y a très certainement eu de l'ingérence étrangère, en particulier de la Russie. Mélangez ces 4 points dans l'ordre que vous voulez et ajoutez-y un peu de poudre de perlimpinpin et vous obtiendrez 95% des chroniques suivant les élections. Parce que ça va englober la plupart de nos commentateurs politiques. Puis il va nous rester une troisième catégorie pour mon préféré. Mais c'est commencé. On voit comme ce discours-là rentrer tranquillement, pas vite. Ça a déjà commencé. La madame qui écrit dans le Journal de Montréal, là, elle a déjà commencé à reprendre exactement ces points-là. Je vais vous faire apparaître. Là. En fait, ça n'est quasiment caricatural, là, Yann. Là. Ce sont des caricatures vivantes, ces gens-là. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça commence. Là. Kamala Harris subira-t-elle le même sort qu'Hillary Clinton? Les Américains sont-ils vraiment prêts à élire une femme à la présidence? C'est ce que j'ai écrit au mot près. Là. J'ai vu dans le... Comment il s'appelle? Là, Arnoul, dans le Radio-Canada. Frédéric Arnoul. Oui, lui, il a déjà commencé. Là, le collège électoral, c'est un problème. Il faut changer ça. Le titre de son truc s'appelle « Quand 538 Américains décident d'une élection ». Mais là, franchement, c'est une simplification grotesque. Là. Mais c'est pas de même ça marche. Là. Les grands électeurs, ils ont un rôle symbolique là-dedans.
Check, regardez, on va s'amuser avec la carte présentement de à quoi ça ressemble, Frank, les grands électeurs. On peut se promener dessus. Là, présentement, tout ce qui est rouge, c'est les odds qui donnent les États aux républicains. Ce qui Ouais. est rouge pâle, c'est que c'est un peu moins clair. Puis ce qui est bleu, c'est ce qui resterait aux démocrates. C'est les grands centres urbains, évidemment. Les côtes. Mais regarde, on va faire le tour des États clés, les États, les swing states. Les odds. Nevada. Nevada, c'est quelque chose que les démocrates avaient à la dernière élection Oui, présidentielle. ouais. Nevada, c'était démocrate. Ouais. 64 de probabilité de gain républicain présentement. C'est quand même énorme. On a ici Arizona, qui est un gros swing state. Ça aussi, ça avait flippé les démocrates. Hein. 73 de chances d'être républicain. On s'en va ici en Georgie. On est à 74 de chances d'être républicain. Pennsylvanie, non, Caroline du Nord, pardon. 69 de chances d'être républicain. C'est majeur, ça aussi. Pennsylvanie, 63 de chances d'être républicain. C'est des gros swing states avec beaucoup de grands électeurs. Là. Il y en a 19 ici. On en a 16, on en a 16, on en a 11, on en a 6. Là, il reste ceux-là du Nord. Wisconsin, c'est un peu moins pire pour les démocrates, mais c'est quand même 59 de chances d'être républicain. Puis le Michigan, le pays de Tim Walz. Ouais, le Michigan, ça va être dur. Moi, je pense que le Michigan risque probablement de passer au. C'est le seul Ouais. swing state qui pourrait être démocrate, mais encore là, les odds sont du côté républicain. Mais là, présentement, si vous regardez réellement la campagne comme il faut, puis tu sais, la Californie, là, c'est sûr que ça va être démocrate, là, mais c'est gros, là, c'est un gros État. Tu as 54 grands électeurs en Oh, Californie. ouais. 10% des grands électeurs sont en Californie. C'est comme au Texas, c'est combien? Je pense que c'est 40. Genre, c'est beaucoup aussi. Ouais, 40. 40 grands électeurs sont au Texas. La Floride, qui est un gros État aussi, 30 grands électeurs. Tu sais, à un moment donné, Hey, la Floride, qui a déjà été un swing state, hein? C'est rendu un red state mur à mur. c'est plus un swing state. Mais la campagne présidentielle, présentement, ce que tu vois, là, c'est que dans les campagnes présidentielles, la manière qu'ils se déploient, de la manière qu'ils mettent leurs ressources, c'est que Trump est en train de déployer ses ressources dans des États pour faire des gains. Mais le but de faire des gains, il est presque sûr de gagner l'élection quand tu regardes ça. Il y aurait 312 membres du collège électoral de son côté, 226 côté démocrate. Mais ce qui est important pour Donald Trump, c'est ce qui est à droite de l'écran ici. House Control. C'est ça que les républicains veulent aller chercher. Ouais. Le House Control, c'est la Chambre des représentants. Le Congrès, ouais. Puis là, présentement, les odds sont du côté des républicains aussi. Puis la vraie catastrophe pour les démocrates, ce serait celle-là. Ben, surtout que Yann, tu peux confirmer ce que je vais dire là, mais il y a à peu près un mois, c'était 70-30 à peu près en faveur des démocrates. Exactement. Exactement. Le House Control, on était persuadé que c'était les démocrates qui allaient gagner ça. Puis on est passé dans une phase où est-ce qu'on cachait Kamala Harris pour jouer la trappe parce qu'elle était en avance dans les sondages, ainsi de suite. J.D. Vance est venu fucker le chien bien raide en rinçant Tim Walz. Puis là, depuis ce temps-là, on s'est rendu compte que la présidence est en train d'échapper aux démocrates. Et quand la présidence a commencé à leur échapper, ben là, on a sorti dans le playbook le Hail Mary. Là, on s'est dit, là, Kamala, il faut la sortir, il faut lui faire les grandes entrevues, 60 minutes. On va l'envoyer éventuellement à Fox. On va l'envoyer éventuellement à Joe Rogan. Parce que ce qui a starté le bal, Joe Rogan, ce qu'on va jaser tantôt, c'est Kamala Harris qui laisse sous-entendre qu'il va y aller. Parce qu'on était dans le Hail Mary pour sauver la présidence. Ouais. Elle finit par aller à Fox News. Ça se passe pas super bien. Puis éventuellement, qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est que ça consolide la victoire de Trump tranquillement, pas vite, dans les odds. Mais surtout, c'est que ça fait perdre des sièges à la Chambre de représentants aux démocrates. C'est ça. Donc là, quand ça commence à arriver, le playbook du Hail Mary, là, de sortir les gros scandales sur Trump, le gars, c'est un Hitler, c'est un nazi, le gars a pogné des totons à quelqu'un en 93, le gars... Ça marche pas, ça n'a aucun... Ben, ça a eu un mini-impact pendant 12 heures. Trump, vu exact. Puis Trump est redevenu le Teflon qui était à l'époque. Mais là, les démocrates, ce qu'ils disent, c'est que là, présentement, il y a un autre changement de playbook de la part des démocrates, puis là, c'est dans lequel on est présentement. C'est la raison pourquoi Kamala ne va pas à Rogan. C'est que là, Kamala a nuit à la Chambre des représentants. Donc, à toutes les fois qu'ils sortent Kamala Harris, elle nuit tellement
que ça va faire perdre la job à du monde du côté de la Chambre de représentants. C'est exactement ça. Fait que là, le Parti démocrate en haut, ils disent, toi, tu t'en retournes dans le bus, tu te caches, puis on te sort plus parce que là, sacrément, tu es en train de tout démolir. Tu as perdu ta course présidentielle, puis en plus de ça, tu es en train de donner la Chambre de représentants à Trump, sacrément. Va te cacher, on veut plus te sortir, il n'y a plus de Hail Mary, il n'y a plus rien à faire avec toi. Ferme ta gueule. C'est parce que le stratégie de campagne est tellement mauvaise, puis on arrive à Rogan dans quelques instants, là, juste après ce commentaire-là. La stratégie de campagne des démocrates, bon, le seul truc qui était bon là-dedans, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient bénéficier de l'appui de la majorité des médias. Ça, c'est un acquis pour les démocrates depuis toujours. Sauf que tu peux pas arriver en disant « a campaign of joy », puis à chaque fois que tu t'ouvres la bouche, c'est « là, lui, c'est Hitler ». Ça fait pas très joyeux. Tu sais, c'est parce que c'est parce que tu regardes les rassemblements démocrates puis tu as l'impression que c'est des évangélistes qui attendent la fin du monde. On savait que Joe Biden n'avait pas d'agenda quand il s'est fait élire. On savait que les Américains qui ont voté pour Joe Biden n'ont pas voté pour Joe Biden. Ils ont voté contre Donald Trump. Ben, ils ont voté contre la gestion pandémique de Trump. C'est plus ça qu'autre chose. C'est ça qui est arrivé en 2020. Sauf que là, présentement, il y en a encore des gens qui veulent voter contre Donald Trump, mais cet intérêt-là est plus assez fort pour motiver les démocrates à accepter que Harris est présidentielle. Ouais. Le premier extrait que j'ai sorti avec Rogan, c'est 5 assez courts extraits. Le 5e est un peu plus long parce que c'était impossible à découper plus court que ça. Mais le premier extrait, c'est... le podcast dure 3 heures et à un moment donné, dans la conversation, quand même, vers le début du podcast, Rogan dit « C'est incroyable, pareil, la couverture des médias. Les médias sont défavorables à toi tout le temps. » Puis là, Trump, il dit « Ah, je sais pas trop pourquoi, dans le fond. » Puis ce que j'ai aimé de l'entrevue de Rogan, c'est que tu n'entendras jamais ce type de propos-là dans un média traditionnel. Mais Rogan, il a dit « Ouais, moi, je le sais pourquoi la couverture est négative. » Donc, ça va comme suit. So I always got more publicity than other people, and it wasn't like I was trying. In fact, I don't know exactly why. Maybe you can tell me why. Oh, I could definitely tell you. You said a lot of wild shit. Maybe. Maybe You said a lot of wild shit, and then CNN, in all their brilliance, by highlighting your wild shit, made you much more popular. Yeah. And they boosted you in the polls because people were tired of someone talking in this bullshit, pre-prepared politician lingo. And even if they didn't agree with you, they at least knew whoever that guy is, that's him. That's really him. Yeah. When you see certain people talk, certain people in the public eye, you don't know who they are. You have no idea who they are. It's very difficult to know. You see them in conversations. They have these pre-planned answers. They say everything. It's very rehearsed. You never get to the meat of it. One of the beautiful things about you is that you freeball. Like, you get out and you do these huge events and you're just talking and you're making. We've highlighted you on the show many times when you did this Biden impression where he's walking around, he doesn't know what he's doing. It's funny. It's stand up. It's funny stuff. But it's like you and you were making fun of Elon one time. You were doing an Elon impression. It's great. You have like. Donc il lui dit ouais, il dit je sais pas pourquoi il t'a une mauvaise presse. Parce que tu dis beaucoup de merde. En gros, you said a lot of crazy shit stuff. Mais ce que j'aime de ce type le fait maintenant que les politiciens, mais en tout cas, lui, s'expose à aller dans des podcasts de même, c'est qu'il a dit ça quand même en pleine face. Là. Puis Trump, c'est pas quelqu'un qui aime particulièrement se faire critiquer, là, vous l'aurez remarqué. Puis jamais n'importe quel animateur de télé, que ce soit à Fox ou à Aude, il aurait dit ça dans cette formulation. Ah non. Jamais. C'est pour ça, moi, que j'aime. Puis là, pas avec ces mots-là. Pas avec ces mots-là. Il n'y a jamais. Tu sais, je veux dire, pensez à qui vous voulez, Anderson Cooper, whatever, la personne. Il n'aurait jamais dit because you say a lot of crazy wild shit. Tu sais, man. Puis là, t'as Trump qui dit oh yeah, maybe I said a little bit of shit. C'est pour un Américain, ce qu'il a dit, là, c'est comme, man, tu dis des crises de niaiserie débile. C'est ça qu'il a dit d'une certaine façon dans notre langage de joie. Ben, exact. Puis le point est le suivant, c'est que pendant que pourquoi c'est bon pour lui d'aller sur une tribune de même, c'est que pendant que les démocrates disent hey, c'est Hitler, le gars s'en va se faire dire par un animateur de podcast qui dit de la merde, devant 30 quelques millions de spectateurs. Donc vous comprenez que le narratif marche pas. Je veux dire, pour vrai, pensez-vous sérieusement que si des gens croyaient
pour de vrai que Trump allait être un dictateur, puis tout. Rogan, c'est parce qu'il est en prison le jour 1, là. Ben oui. Ou fusillé en arrière d'une grange quelque part, là. C'est ça, non, mais c'est vrai, c'est Ben ça oui, la ben oui, réalité. ben Voyons, oui, ben oui. vous voyez bien que ça tient pas de bout, là, cette Hey, il a histoire-là. manqué de respect au leader suprême. Ben oui, ben oui. Et, Deuxième extrait où on parle de ce que sont devenus les démocrates, parce qu'en gros, Mané Rogan, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Rogan a parlé de beaucoup d'affaires que Trump n'a jamais l'occasion de parler parce que c'est des clips pris hors contexte, des petites affaires. Puis il demande, en gros, il dit, t'as été un démocrate avant. Puis Trump, il dit, je pense que je l'ai été jusqu'à dans le milieu des années 90, à peu près. Puis là, il demande un peu pourquoi que ça a changé. Puis là, à un moment donné, la conversation tourne sur le fait que, en 2024, les rebelles, entre guillemets, ou les anti-systèmes, ce sont les conservateurs. Donc, ça va comme suit. The rebels are Republicans now. They're like, you want to be a never thought of rebel, it you that want to way. I be think punk you're right. rock, you want to like Yeah. buck the system. You're a conservative now. That's how crazy. And then the liberals are now pro silencing criticism. They're pro censorship online. They're talking They about come after regulating free speech and now regulating the First Amendment. It's bananas to watch. Joe, they come after their political opponent. Well, they I do. got more guys. I always say, I kid, but I'm not kidding. I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the meanest of them all. He'd kill you in 2 seconds if he didn't like you, right? I've been under investigation more than Alphonse Capone, only because it's political opponent stuff. And I've won. I won the big case in Florida. I'm winning the other stuff. You win, but you know what they did? They did something that's only done in third world countries. They came after their political opponent. Yes. I could have put crooked Hillary in jail. Well, not only that, but they're now weaponizing it by saying that that's what you're going to do once you get in office. Isn't it by great? ignoring He what is they're go- doing right now. It's crazy. I heard it. Somebody was defending me today. They said, no, they say, that's what you're doing to him. They're going, he's going to put us in jail. He's going to invest. They That's said, what you're that's doing. what you're doing to him. Yeah. A lot of people say, will you do that? Will you do that to him to them if you win? It's the presidency has tremendous power. I could have put crooked Hillary I in respected jail. that you didn't because what you said was it would be bad for the country. Et ce qu'on voit pas dans le reste de cet extrait-là, c'est les justifications qu'il donne sont assez intéressantes. Il dit, pour vrai, quand j'étais dans le bureau, c'est malade, là. Imaginez là, qu'un ancien président des États-Unis raconte ça dans un podcast. Il dit, parce que là, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris là, ce qui a été dit, il dit, tu sais, finalement, le camp adverse accuse l'autre toujours de ce qu'il fait lui-même, finalement. T'sais, il dit, Trump, il va, il va instrumentaliser la justice contre ses opposants. Puis il dit, c'est ce qu'ils font avec moi. Christy, j'ai été enquêté plus souvent qu'Al Capone pour toutes sortes de motifs, plus ou moins raisonnables. Puis il dit, moi, j'ai eu l'occasion de le faire. C'est drôle qu'il dise ça, parce qu'en 4 ans, j'ai eu l'occasion de le faire. Puis plus loin, il raconte que un moment donné, des gens sont venus dans son bureau, puis ils ont dit, garde, on pourrait mettre Hillary Clinton en prison pour tel motif. Puis lui, ce qu'il a dit, c'est, guys, là, c'est la femme d'un ancien président des États-Unis. C'est des affaires que les pays du tiers-monde font. C'est ça. Puis exactement. Puis il dit carrément, this is third world shit. Puis en gros, il dit c'était pour un stunt que j'ai dit ça dans le débat. Qui était vraiment drôle. Qui était vraiment drôle, mais c'est drôle qu'ils le redisent encore, là, honnêtement. Là. Donc, ça, c'était le deuxième extrait. Mais sais-tu quoi? Je pense c'est le... Tu sais, tout le monde joue un peu un rôle. Les politiciens, quand ils arrivent et qu'ils lisent leur télésouffleur, ils jouent un rôle. Lui joue un rôle quand il est sur un stage devant un public. Puis Joe Rogan l'a dit un peu dans le premier extrait. Il dit, c'est du stand-up comique que tu fais. Tu fais du stand-up comique. Donc, le personnage que tu joues, tu comprends que c'est un personnage. Les gens comprennent que c'est un personnage. Puis ils en demandent plus parce que c'est vraiment drôle ce que tu fais. Mais on dirait que tout le monde comprend qu'il y a un deuxième degré dans ça, sauf les journalistes. Sauf les journalistes qui, eux autres, prennent tout au pied de la lettre puis tout ça. Puis, tu sais, quand il arrive, il regarde Hillary droit dans les yeux puis il dit « Je pourrais te mettre en prison. » Non, ça avait été magique comme moment, tout ça. Mais quand tu lui donnes la réelle opportunité de le faire, le président dit « Ça n'en va pas en prison. C'est des adversaires politiques. Les pays du tiers-monde font des affaires de même. Voyons donc, on est les États-Unis d'Amérique. On ne fera pas ça. » C'est ça. C'est ça qu'il disait. Il dit « Ça va au-delà. » Il dit carrément, maintenant, il dit « Ça va au-delà
des opposants politiques, c'est la question fondamentale, c'est l'image des États-Unis à l'international. Est-ce qu'on veut voir une secrétaire d'État, ancienne femme d'un président avec des menottes se ramasser en tôle? Ben non, La personne veut ça. Là. la réponse, c'est non, nonobstant de ce qui a été fait pour une simple raison géopolitique, je dirais quasiment. Là. Mais les autres, ils essayent de le faire avec un ancien président, par exemple, parce qu'il est républicain. Là, hey, le nombre de fois qu'ils ont essayé de le mettre en prison, c'est une catastrophe. Non, ça paraît mal à l'international, c'est l'enfer. Là. Troisième extrait, moi, les bouts que je trouve le plus intéressant, on l'avait noté dans le débat, mais c'est également vrai dans les podcasts, c'est tout ce qui a trait à l'international. Moi, ça, je pense que c'est vraiment là qu'il est sur son X. Là. Et il raconte dans l'extrait suivant qu'est-ce qui s'est passé avec ISIS notamment, puis avec les troupes en Afghanistan. Puis il dit, les généraux me disaient des affaires à Washington, j'y croyais pas. J'ai dit, on embarque dans Air Force One, puis on s'en va sur le terrain. En Afghanistan, puis il raconte cette histoire-là. Tu sais, c'est des affaires que tu dis, Chris, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, c'est des affaires qui... Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir d'un ancien président dans c'est quoi qui s'est passé. Pas genre, il a dit telle affaire à telle autre, il a fait de la peine, lui, il l'a congédié, il est fâché après. Non. Moi, c'est ça que je veux savoir. Donc, troisième extrait, Air Force One atterrit dans le noir. About 1 minute, sir. And I'm telling you, Joe, you know, there's always a light. There's not a little pin. And all of a sudden, psh, and you hear it, blah, blah, perfect landing like glass. That's how good. I mean, these guys, between the equipment and it's genius. It's pure. It was so dark, you couldn't see a thing. There was no runway. You wouldn't know where the hell you are. You're in the middle of a desert. And then I got out of the plane. I said, thank you, Captain. That's a great job. And then I got out of the plane, and I'm going down, and I see a general and another general, and I see a staff sergeant, a drill sergeant, and a various guys, all central casting. Central casting. They said, sir, would you like to rest? I said, I don't want to rest. I want to figure out what the hell are we doing with ISIS. I'm hearing we can't, it's going to take years. No, sir, we can do it very quickly, sir. And anyway, we go into the room. Biden would have taken a nap for 4 days and then left without a meeting. So we go into the room, and they have these guys. I say, how long can you do it? How long? We can do it in a couple of weeks, sir. I said, wait a minute. They told me 5 years. We can do it in, I don't know, he gave me a number like in no time. I said, why haven't you done it? Because the orders came in from Washington, sir, and they would come here and tell us what to do. Don't you challenge us? We're not allowed to do that, sir. That's not the military way. They tell us what to do, and we have to respect them. Do you think that it was incompetence why they didn't go after ISIS? I think it's a bad system. You know, when Mattis goes there or when Milley goes there, who's stupid, and they tell these guys that are actually smart what to do, and the guys that are smart are saying, we don't like what they're doing, but they're not allowed to sort of counteract. Plus, the guys that went there are arrogant. You know, they're arrogant fools. They're like stupid fools. The way they pulled out of, the way they, as an example, the way they pulled out of Afghanistan with the people falling off the planes. It's a disgrace. It was worse than Vietnam with the helicopters falling. It was so bad. There was no reason for it. Anyway, so we knocked them out. And, I mean, we have great military. We have great people. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir ce genre de truc-là. En gros, il lui dit, j'étais à la Maison-Blanche, c'est ça. Je disais aux gens, là, c'est quoi qui se passe avec ISIS? Là? Faites-vous de quoi ou vous faites rien? On a dépensé des milliards. Puis ça, avant même cet extrait-là, il parle de ça. Il dit, ça fait des milliards qu'on dépense pour la présence militaire là-bas. Faites-vous quelque chose ou faites rien? Puis là, les généraux... ça va prendre 5 ans. Les responsables de l'armée lui disent ça va prendre 5 ans. On en a pour 5 ans là-bas. Lui, il dit 5 ans, embarque dans Air Force One, atterrit à la base militaire en Afghanistan. Il dit c'est quoi qui se passe ici? Genre, non, on est capable de régler le problème en une couple de semaines. Il faut juste partir avec. Mais ce qu'il dit, le problème de l'organisation militaire, c'est que il y a des gens super brillants à tous les étages, mais l'étage supérieur donne un ordre, puis tu es drillé pour dire « Yes, sir, sir, yes, sir ». Puis il n'y a personne qui contredit tout ça, parce qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Puis il y en a des gens qui ont gravi les échelons politiques dans le militaire que c'est des idiots, là. C'est des gens stupides, mais ils imposent leur will
il trippe sur le fait de donner des ordres en bas d'eux. C'est ça. Puis c'est ce qu'il sentait qui arrivait. Fait qu'il dit qu'il sentait le besoin d'aller directement sur le terrain pour parler aux gars qui, eux autres, vont vraiment le faire. Puis il donnait l'exemple de la sortie en Afghanistan, ce qui a été une catastrophe. C'est que ça a été planifié par Washington au lieu d'être planifié par les gens sur le terrain. Exactement. C'est exactement ça. Tu as bien résumé le propos qui était tenu là-dedans. Là. Quatrième extrait, ce que j'ai trouvé bon dans cette entrevue-là, c'est que contrairement à ce que Kamala Harris fait quand elle va sur les plateaux où elle parle de Trump pendant les 20 minutes où elle est là, projet 2025, l'abortion, ils n'ont pratiquement pas parlé de Kamala Harris pour vrai, sur 3 heures, s'ils en ont parlé 10-15 minutes, c'est beau. Mais ils en ont quand même parlé. C'est ça. Trump parle de sa présence sur le podcast et il se questionne. Est-ce que Kamala Harris peut venir dans un podcast de même? Show like this. Can you imagine Kamala doing this show? I could imagine her doing this show. She'd be laying on the floor. She was supposed to do it, and she might still do it, and I hope she does. She's not going to do it. I will talk to her like a human being. I will if try to have a she did this conversation kind of an with her. interview with you, I hope she does because it would be a mess. She'd be laying on the floor comatose. You'd be saying, call in the medics. I think we'd have a fine conversation. I think I'd be able to talk to her. I wouldn't try to interview her. I'd just try to have a conversation with her and hopefully get to know her as a human being. That was my goal, having her on. Trying to get her to express herself just as I don't know if I don't think these formats are good. I don't think that two people, first of all, I hate the idea of the presidential debates because I hate the idea of a time limitation on complex ideas. Also, you have to break. I think you have to have the debates, though. Right, but the way they do the debates, I think, is the wrong way to do it. I think they should have a conversation. I think you and Kamala, you sit across a table with no one in the room but the two of you. Ça, j'ai aimé ça. Ouais, ce bout-là, j'ai vraiment aimé ça. Quand il dit, en gros, les formules des débats pour des enjeux complexes. Là. Ils viennent de parler. Puis dans le podcast, là, regarde, il y a une série infinie de thèmes qui ont été abordés. La santé, le nucléaire, tout ce que vous voulez. Tu peux pas parler de ces questions-là avec M. Trump, c'est à vous, 30 secondes. Fait que là, il décolle. C'est un enjeu trop complexe. Je veux dire. Tu sais quoi j'ai aimé de Joe Rogan là-dessus? C'est que Trump a essayé de faire son stand-up comique, il a essayé de passer à mop sur Kamala et tout ça. Puis Rogan, il a dit non, là, ce bout-là, c'est mon bout. Même s'il trouvait ça drôle. Oui, mais il dit ce bout-là, c'est mon bout, puis mon message est important. Puis j'aurais parlé à Kamala Harris comme un human being. J'aurais essayé de la connaître comme humain, tout ça. J'aurais essayé d'avoir une conversation avec elle. Puis ce qu'il fait, Joe Rogan, dans cet extrait-là, il replace un peu Trump, by the way. Mm-hmm. Puis ce qu'il fait avec ce bout-là, c'est qu'il dit c'est vers là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille vers des discussions, des conversations, apprendre à connaître l'autre. Exact. De toute façon, je veux dire, lui, il connaît son public. De toute façon, c'est ce que les gens demandent. Si Joe Rogan Experience est le meilleur podcast au monde, celui qui attire le plus de gens, c'est parce que Joe Rogan est présentement un des meilleurs intervieweurs qui existent. Et le côté indépendant de Joe Rogan a ressorti très clairement de ce côté-là. Parce qu'un indépendant va être capable de parler à Trump, va être capable de parler à Kamala Harris, et dans les deux cas, va être capable de faire une bonne entrevue. Moi, je suis persuadé que si Kamala Harris va voir Joe Rogan, ce qui n'arrivera pas, elle va bien paraître. Elle va réellement bien paraître parce que Joe Rogan, sa job dans la vie, c'est pas de faire mal paraître les gens. Alors que toutes les entrevues de mass media est tout le temps faites soit pour te licher l'arrêt le plus profond possible ou encore faire mal paraître la personne comme si d'une manière complètement rocambolesque. Un moment donné, tu es là, tu te dis, ça ne peut pas être aussi blanc ou aussi noir. Ça ne marche pas, ça. Là. Ça prend quelque chose qui est plus balancé. C'est pas vrai. Un bon intervieweur est capable d'avoir une discussion profonde avec n'importe qui. Mais pour ça, il faut que tu laisses ta grande partisanerie. Là. Pierre-Martin, prends des notes. Il faut que tu mettes ça au vestiaire. Il faut que tu sois capable de sortir du rôle d'activiste que les gens se sont donnés au fil du temps. Joe Rogan est capable de faire ça. Mais regarde les chiffres, man. Les chiffres, là, c'est fou raide, là. Ça, c'est l'épisode donc complet sur la chaîne de Rogan. 33 402 000 personnes en 2 jours sur YouTube. Le podcast est aussi sur Twitter, sur Spotify. Dans le temps de le dire, 100 millions de personnes vont avoir écouté
si c'est pas déjà fait. Oui, parce qu'il faut que tu aies le temps d'écouter ça. Tu sais, moi, j'ai une demi-heure d'écouter de l'entrevue. Puis... Moi, je l'ai écouté en deux shots différentes. Une première fois dans un transport en char entre deux places, puis une deuxième fois hier soir pour le terminer. C'est le contenu que les gens veulent maintenant. Puis si tu veux parler d'enjeux plus complexes, c'est le bon format pour le faire. Puis les politiciens ont peur de ce format-là. PSPP, là, la raison pourquoi il ne veut pas venir à notre podcast, c'est pas qu'on ne va pas être fin avec lui, c'est qu'on lui propose une entrevue d'1 heure. Ça le fait chier. Une entrevue d'1 heure, il sait qu'il n'y a pas le contenu pour le faire. Mais tu sais, 11 heures après la sortie de la vidéo. Tu vois, là, quand je parlais de la stratégie de com qui n'est pas la même, là, 11 heures après la sortie de la vidéo, il y avait 10,2 millions de personnes qui l'avaient vue. Ça, c'est pour l'entrevue de Trump à Joe Rogan. Kamala Harris, elle était où? Kamala Harris, c'était où? C'était pas CNN. Non, c'était pas CNN. Oui, elle était sur CNN qui diffusait son rallye avec Beyoncé. 530 000 vues dans la même période de temps. Ça, je te dis, ils vivent dans un autre univers. Un monde qui n'existe plus. Ils vivent dans un monde qui n'existe plus, ces gens-là. Écoute... Puis la stratégie, les grosses vedettes qui me disent pour qui voter, là, Taylor Swift, Eminem, Beyoncé, ils n'ont pas compris que c'est ça qui a fait planter Hillary Clinton en 2016. Tu sais, Eminem, j'ai-tu des leçons politiques à recevoir d'un gars de même? Là? Tu sais, ça va être correct, là. Ça va être correct. Là. DiCaprio qui disait au monde pour qui voter, là, ça va être correct. Là. Ça va être bien, bien correct. Écoute, il reste un autre extrait, mais on va le passer dans le Patreon parce qu'il dure, lui, il est un petit peu plus long, il dure 4 minutes et demie. Puis c'est à propos de, selon Trump, c'est quoi la plus grande menace en ce moment qui pèse sur l'humanité? Et non, ce n'est pas les changements climatiques. Donc, c'est bien. On finit ça sur Patreon. Puis, ouais. on n'a même pas parlé de Pierre Martin qui s'est désabonné de Amazon Prime. Ouais, mais écoute, on ouvre le show avec ça, puis on le met sur Patreon, finalement. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Pauvre Pierre. Pas facile. Amazon, toi, Jeff Bezos, il est bien pas fin.